Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons le thème du pion D isolé que nous avons étudié dans l'épisode 2 de la série, mais cette fois nous allons examiner le cas où il est une arme d'attaque dangereuse. Cette position typique est tirée d'une partie jouée en 2007 entre le grand maître Bogdan Lalić et Tatiana Kononenko. Les deux joueurs ont commencé par une défense Caro-Kann, attaque Panov, avant de retomber dans une défense nimzo-indienne, variante Rubinstein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette transposition originale, mais elle illustre un point essentiel, surtout en ce qui concerne les systèmes à base de D4 et C4. Ces transpositions possibles nous obligent à travailler les ouvertures en pensant à des plans qu'il faut comprendre plutôt qu'à des suites de coups qu'il faut apprendre. C'est vraiment un point essentiel que j'ai abordé dans une vidéo précédente. Comparons cette position avec celle que nous avons étudiée dans l'épisode 2 de la série. Les cavaliers sont au même endroit pour les deux camps, mais sinon, il y a plusieurs différences majeures. Premièrement, les noirs ne sont pas en mesure d'échanger des pièces mineures, contrairement à la partie Korchnoi-Karpov que nous avons étudiée. Certes, le fou B7 a l'air d'être presque au contact de la case D5, et on a l'impression qu'il ne manque pas grand-chose aux noirs pour venir bloquer sur cette case qui, vous le savez, si vous avez vu l'épisode 2, est le point chaud de la position. Si on observe de plus près le camp des noirs, on s'aperçoit que ce cavalier va vraiment avoir du mal à venir en D5, parce que les blancs ont joué A3, ce qui contrôle bien la case B4 qui sinon aurait pu être utilisée pour le cavalier. Notez bien ce stratagème qui est régulièrement utilisé pour venir bloquer en D5. Et le cavalier ne peut pas non plus passer par la case 7, puisque le fou de case noire le gêne tout simplement. Et il y a une autre différence de taille dont je n'ai pas encore parlé, c'est la batterie dame-fou qui est déjà en place et qui laisse planer des menaces lourdes sur la case H7. Heureusement pour les noirs, le cavalier F6 veille au crin. Sinon, il y aurait mat en deux coups, après dame prend H7, suivi de dame H8 mat. Puisqu'on a le trait avec les blancs dans cette position, on pourrait être tenté de jouer fou G5 pour échanger le cavalier et attaquer en H7 avec la dame. Cela forcerait l'affaiblissement G6. Le problème, c'est qu'on ne voit pas trop comment exploiter de manière concrète cet affaiblissement du roc des noirs, et la position resterait probablement à peu près égale. Et dans cette position, on l'a dit, si le cavalier doit rester en F6 pour surveiller le pion H7, il ne peut pas en même temps surveiller cette case qui est essentielle, ce qui veut dire que cette case manque d'un défenseur. Il n'y a déjà que le pion E6 et la dame D8 qui sont réellement en train de contrôler cette case. Donc, ça oriente les blancs vers la percée D5. C'est une percée typique dans les positions du pion D isolé, surtout quand on a une tour qui est déjà sur la colonne E. Parce que si la colonne E s'ouvre, cette tour va avoir un rôle à jouer essentiel, et les pièces blanches vont toutes collaborer à leur manière. En effet, ce pion, combiné à l'exercice de la tour, va être rejoint par le fou pour menacer d'échanger au bon moment ce cavalier. Et on va voir qu'avec l'ouverture de la colonne E, cet échange devient dramatique. Et le cavalier C3, lui, accompagne le pion D. Pendant ce temps, la dame et le fou travaillent pour justement apporter la touche finale qui est l'échec en H7 si jamais on arrive à se débarrasser du cavalier. Autrement dit, toutes les pièces blanches travaillent à l'attaque, à l'exception de ce cavalier, pour le moment en tout cas, et de la tour A1. Dans cette partie, Bogdan Lalić donne une démonstration de la puissance du pion D isolé. Une de ses forces, c'est en effet de désorganiser la défense en poussant. Mais encore faut-il connaître cette méthode et maîtriser un peu les techniques de calcul. C'est pour ça qu'il est plus difficile selon moi de bien jouer avec le pion D isolé que de défendre contre lui. Je vais expliquer la suite de la partie de manière schématique, sans rentrer dans le détail des variantes, car il y a un peu de tactique. Le plus important, c'est de comprendre que la tactique est ici le couronnement d'une bonne stratégie. On a réussi à coordonner nos pièces. Donc dans la partie, Lalić a joué D5, qui ouvre la colonne E. Évidemment, on ne peut pas reprendre du cavalier, autrement il y aurait directement dame prend, et
on se ferait mater ensuite en H8. Par conséquent, la prise du pion, si on veut prendre en D5, est la seule prise possible. Mais, on l'a dit, cela ouvre la colonne, ce qui veut dire que cette tour exerce une pression sur le fou E7. Et les blancs peuvent en profiter maintenant pour jouer fou G5. On menace de prendre et de jouer dame prend H7, évidemment. Pour éviter de se faire mater, les noirs n'ont que deux solutions à leur disposition. La première, c'est G6 qui a été joué dans la partie. On va le voir, ça n'a pas été un choix très heureux. Et la deuxième solution, un petit peu plus solide, garantissait quand même aux blancs un certain avantage, c'est cavalier E4. Regardons par conséquent cavalier E4, sans rentrer dans le détail des variantes, parce que ça nous mènerait trop loin. Si vous voulez regarder la partie plus en détail, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Vous aurez alors accès à ma bibliothèque sur chess.com, où j'ai mis les parties analysées. Donc ici, les blancs auraient pris en E4 pour ouvrir de nouveau la diagonale et renouveler la menace de mat sur H7, ce qui aurait forcé les noirs à jouer G6 maintenant. Regardons la position. On pourrait avoir l'impression que les noirs ont réglé leur problème, mais à la place du pion D isolé, les blancs disposent désormais d'une plus grande activité pour leurs pièces sur les lignes ouvertes, et ils peuvent en profiter tout de suite en jouant tour D1 déjà, pour gagner un temps sur la dame. Après dame C7, on exploite l'affaiblissement des cases noires, donc dame H4, avec des chances d'attaque. Ça ne veut pas dire que les blancs sont gagnants, mais ils ont l'initiative, et on se rend compte que toutes ces pièces pourraient bondir sur le roi noir. Une continuation possible pourrait être fou prend G5, et après cavalier prend G5, tour prend E1 échec pour échanger quelques pièces et soulager la défense, tour prend E1, et maintenant H5, puisqu'il y a une menace évidente. Et après H5, le problème des cases noires réapparaît. On pourrait imaginer par exemple cavalier E4, qui va commencer à lorgner vers cette case. Le coup de la partie, G6, présente l'inconvénient majeur de fragiliser le cavalier F6. Or, depuis la percée D5, il y a eu ouverture de la colonne E, ce qui signifie que les blancs ont la possibilité de supprimer le seul défenseur de ce cavalier, qui est le fou E7. Et pour ça, il suffit de jouer tour prend E7. En apparence, on sacrifie la tour. Mais ce n'est qu'une impression. Parce que si les noirs reprennent de la dame, ce qui est la seule manière de continuer à protéger ce cavalier, alors on s'aperçoit qu'il y a un énorme clouage qui permet aux blancs de jouer cavalier prend D5. Tout simplement. On joue sur le clouage, mais on réalise en même temps une fourchette entre la dame et le cavalier. Ce qui veut dire qu'au prochain coup, quand la dame sera partie, on va prendre en F6 sur échec et gagner encore du matériel. Cela veut dire qu'après tour prend E7, les noirs doivent reprendre avec une autre pièce que la dame, ce qui va perdre, tout simplement, le cavalier F6. Donc après cavalier prend E7, les blancs ont récupéré le cavalier F6, et maintenant on se rend compte que le fou B7 est une mauvaise pièce mineure parce qu'il est gêné par le pion D5, qui au passage est devenu isolé. Ironie du sort, les noirs se retrouvent maintenant avec un pion D isolé. Sauf que ce pion peut être facilement bloqué en D4 puisque toutes les pièces blanches sont prêtes à y aller. Pas étonnant que la partie n'ait duré que 10 coups à partir de là. Donc dame D6, fou E5, gain de temps sur la dame pour la déloger de cette bonne case, dame E6, et maintenant fou D4. On voit la puissance de ce fou, par conséquent cavalier F5 est nécessaire. Je vais vous montrer la partie jusqu'au bout, parce que la touche finale est assez élégante, je trouve. H3, donc le cavalier s'échange en D4, parce que le fou était beaucoup trop fort sur cette grande diagonale. Cavalier prend D4, dame F6, tour D1. Vous voyez comment les blancs disposent leurs pièces pour exercer une pression sur le pion D5. A6, fou B3, on en remet une couche.
Tour CD8 pour protéger le pion D. Dame D2. Tour E7 pour éventuellement pouvoir coulisser en D7 pour renforcer la protection ou alors éventuellement récupérer plus d'activité sur la colonne E si jamais les pièces mineures se détournent de leur objectif. Cavalier CE2, on a l'impression que le cavalier se détourne du pion D5, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Tour DE8, et maintenant cavalier G3. Quelle est l'idée de ce coup? C'est assez subtil. Les blancs veulent fermer la colonne E en postant leur cavalier en E3. Donc ils veulent jouer cavalier F1, cavalier E3. Et ensuite, ils n'auront plus qu'à enlever ce cavalier pour que la pression sur D5 soit maximale. Puisque ce pion se retrouvera attaqué de nombreuses fois. 4 fois au total. Dans cette position, les noirs ont joué roi G7, ce qui va donner l'occasion aux blancs de finir la partie d'une jolie manière. Les blancs se rendent compte en effet que le roi et la dame sont sur des cases qui seraient sensibles aux fourchettes de cavalier, notamment si un cavalier venait en H5. Évidemment, pour le moment, il y a le pion G6 qui empêche ce coup, mais il peut être dévié, ce pion. Et pour ça, il suffit de faire une autre fourchette en F5 avec ce cavalier-là. C'est pour ça qu'après cavalier D, F5, échec, les noirs ont abandonné sans attendre. S'ils bougent le roi, les blancs gagnent la qualité. Si les noirs prennent le cavalier, il y a cavalier H5 qui gagne la dame. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez revoir cette partie en intégralité, vous pouvez aller la retrouver dans ma bibliothèque consacrée à la série et son numéro correspondra au numéro de l'épisode que nous avons vu aujourd'hui.